Ça va saigner! Il va la fermer ta gueule! Imbécile! Ah, putain, lâche là-bas! Va fermer ta gueule! Ah, mes cheveux! Connard! Oh, fais chier! Putain de pays de bordel! De merde! Cessez de gueuler! Va fermer ta gueule! Dans les films, tout genre confondus, il y a 3 choses qui sont éliminatoires selon moi. Les personnages débiles, Why are we even running into the shadow of this falling shit? I have no idea! la grossièreté gratuite, Mais merde! Oh putain, merde, merde. Putain, merde, putain, fais chier, merde, fais chier. et comme vous venez de le voir, les personnages qui parlent en criant tout le temps. Oh, fais chier! Putain de pays de bordel! De merde! T'énerve pas, le Turc, il va nous péter une durite, ce serait dommage. Et autant dire qu'avec le film qu'on va regarder aujourd'hui, Tout est mauvais! C'est un festival! bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Aujourd'hui, c'est vous qui avez fait le programme en choisissant assez nettement le boulet dans le dernier sondage. Cependant, la semaine dernière, je me suis permis de décaler la sortie du boulet d'une semaine pour parler de l'opération Corned Beef de Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier et Jean Reno. Ça n'était pas anodin. Vous êtes très nombreux à adorer le boulet. Je vous ai volontairement un peu provoqué sur un post en vous disant à quel point ce film m'ennuyait lors de mon dernier visionnage, ce qui vous a apparemment, pour la majorité d'entre vous, assez étonné. Et j'ai longtemps été étonné moi-même de ne pas aimer le boulet. Il y a tous les ingrédients que j'aime dans ce genre de film. En théorie, tous les ingrédients y sont. Pour autant, on peut avoir les ingrédients, si on sait pas cuisiner, c'est pas bouffable. Oui, il y a tout ce que j'aime en théorie dans le boulet. Un duo d'acteurs et donc de personnages avec un emmerdeur, un emmerdé. Un mélange de comédie et d'action, comme c'était la tendance dans les années 90, début 2000, avec un genre initié par Corned Beef, justement. Bien que le budget soit bien plus bas que pour le boulet, on en a parlé, mais on peut aussi évoquer Les Anges Gardiens, Les Taxis bien sûr, au moins les 3 premiers, ces films ultra généreux en cascade, en effets spéciaux, ce genre de film qui s'alignait sur la façon de faire des Américains, et dont on était assez fiers en France. Quant aux films reposant sur un duo d'acteurs, ça remonte à bien plus tôt, aux années 60, voire même avant avec La Traversée de Paris, mais on peut surtout citer Le Cornio, La Grande Vadrouille, mais aussi certains films dans les années 80 avec La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs. Il ne pouvait y avoir que du bon à mélanger ces deux genres-là dans un seul film, avec le boulet. Mais ça n'avait pas pris avec moi à l'époque. Je crois que je l'ai vu vers 2004 par là, je l'ai pas vu au cinéma. Et ce comparatif que j'ai voulu avec Corned Beef va me permettre, non pas de vous convaincre, parce que j'estime pas avoir raison et vous tort, parce que vous avez le droit d'aimer le boulet, hein, et c'est votre droit le plus total. Mais je vais quand même vous raconter en quoi l'un fait très bien les choses selon moi, Corned Beef, 10 ans avant le boulet, et en quoi le boulet, lui, reprend tout presque point par point, mais n'y arrive selon moi jamais, ou presque. Ce sera l'axe de cette vidéo analytique qui va comparer le boulet à ses concurrents, ou plutôt on va dire à ses modèles d'origine. Tout en parlant du tournage, comme d'habitude rassurez-vous. Le tout dans la bonne humeur et la bienséance, comme d'habitude, idem en commentaire, les rageux sont expulsés direct à la grenade. Pour les autres, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo à la fin, à mettre un like et mettre un petit boost pour faire monter la vidéo dans l'algorithme si jamais elle vous plaisait. On est parti. Notre histoire d'aujourd'hui commence lorsque Thomas Langman, fils du producteur connu et reconnu Claude Berry, regarde un soir le Paris-Dakar à la télé. Il imagine alors une comédie d'action qui consisterait, à la manière d'un vaudeville de l'époque, à voir une course-poursuite internationale de Paris à l'Afrique entre un gardien de prison et 3 frères incontrôlables. Mais cette ébauche de scénario ne plaît pas à son scénariste, Dominique Mézeret, qui va le reprendre en collaboration avec Matt Alexander, un autre scénariste avec lequel Langman avait déjà collaboré. C'est du côté de l'humour qu'ils vont retravailler ce scénario en y insufflant un style Dumb and Dumber, avec des personnages que je qualifierais de débiles, ou de cons. D'autres diraient des personnages cartoonesques. Arrête de jouer avec tes dents, c'est dégueulasse, remets-les, remets-les. Mais cartoonesque ne veut pas dire con. C'est très très dur d'être juste quand on veut partir volontairement vers des clowneries. Montes! Ça va comme ça? Mais ça n'empêche pas. C'est pas parce que le film n'est pas sérieux qu'il n'y a pas de boulot à faire. En tout cas, le but de l'histoire était de rendre attachant le personnage de Benoît Poelvoorde, de le rendre attachant de par sa bêtise. Bah, c'est raté. Mais autant vous le dire tout de suite, avec moi ça ne fonctionne pas ce genre-là. Et ça ne plaisait pas non plus à Benoît Poelvoorde, qui souhaite réécrire légèrement son personnage pour certes être distrait, parfois idiot, pourquoi pas, maladroit, qui enchaîne gaffe sur gaffe. Ça devait être bien pire que ça devait aller beaucoup plus loin dans la connerie.
Au fil des réécritures, les trois frères fusionneront pour devenir un seul, Moltes, prisonnier qui devra faire équipe avec le fameux maton pour récupérer un billet de loto gagnant dérobé par Pauline, la femme du maton, qui serait partie en tant qu'infirmière sur un rallye à Bamako. Ils partent donc à sa poursuite, avec sur leurs traces un assassin psychopathe qui souhaite se venger de Moltes, qui a tué son frère, un psychopathe qui se fait appeler le Turc. Eh les Kurdes, tu m'as entendu? C'est le Qui dit Thomas Langman, dit budget important, 27 millions d'euros. Ce qui permettra de créer des scènes de poursuite, des cascades, des effets spéciaux, d'avoir des lieux de tournage paradisiaques, et aussi un casting XXL qu'il faudra bien payer. Gérard Lanvin, il était prévu dès le départ dans l'écriture du scénario. Le film a été écrit pour lui. Cependant, il refuse la candidature de Patrick Timsit, qui était envisagé au départ dans le rôle du maton. Il acceptera de tourner dedans seulement si c'est Benoît Poelvoorde qui en sera, bien qu'il ne le connaisse pas personnellement. Avec un budget pareil et un tournage au soleil, tout le monde voulait en être. Un caméo, un petit rôle, peu importe. Il faut quand même se rendre compte du casting. Le casting est énorme, encore une fois sur le papier. Aux côtés de Gérard Lanvin et de Benoît Poelvoorde, ou de José Garcia qui va littéralement bouffer l'écran, à tel point que le film va devenir de réécriture en réécriture un film plutôt de trio, plutôt qu'un film de duo, mais on peut citer également Rossi de Palma, Gérard Darmon, Jean Benguigui, Omar Sy, même s'il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, Michel Crémades, notre éternel second rôle, Jamel Debbouze, dans un caméo improvisé en fin de film, Stomy Bugsy, ou encore Nicolas Anelka, on sait pas ce qu'il fout là, et plus étonnant encore, Djimon Hounsou, acteur international que l'on avait vu dans Stargate, Gladiator, Urgence, sans compter qu'il fera après The Island, Les Gardiens de la Galaxie, et bien d'autres films. Qu'est-ce qu'il foutait là, lui? La réponse, il tournait déjà au Maroc durant les repérages. Et on m'a juste demandé, ça te dirait de faire un film ici, comme ça tu bouges pas? C'était pas du tout prévu. Mais ce genre de casting XXL où chaque second rôle est hyper connu, c'est quelque chose dont je me méfie souvent. J'aime pas tellement l'empilement des stars. Ça fait trop de visages connus. Je dis tiens c'est Jamel, je me dis pas tiens un nouveau personnage. Trop c'est trop. Ça me fait penser à Astérix. Voyons voir à partir de quel film c'est parti en couille déjà. Ah, Astérix aux Jeux Olympiques. On aimerait s'inscrire. Moi j'avais dit que les Gaulois sont invincibles. Ils ont une potion magique. On peut pas les battre. Encore un film avec deux réalisateurs, dont un est Langman, et dont l'autre est le même réalisateur que dans Le Boulet. Imagine, c'est Brutus. Astérix a raison. Comme ça. Est-ce que je t'ai demandé de le frapper? Je l'ai pas frappé. T'as frappé! Vous voyez qu'on avance. On en reparlera sûrement, mais je tiens peut-être quelque chose. Parler du tournage du Boulet est assez délicat, car les sources diffèrent, et le making-of proposé dans le DVD est assez basique. Mais un article documenté d'il y a quelques années sur BFM Culture précise que s'il y a deux réalisateurs pour un seul film, ça n'était pas par choix. Frédéric Forestier était donc le choix par défaut de Thomas Langman. Mais il n'était pas disponible à ce moment-là. Le choix s'est donc porté sur Alain Berberian, le réalisateur de La Cité de la Peur, du film Paparazzi, et plus récemment d'un polar qui n'a pas fonctionné avec Richard Anconina. Les rumeurs disent, en tout cas l'article dit, qu'au bout de quelques semaines, au bout d'un gros mois, Alain Berberian a claqué la porte, en accord avec son producteur, mais justement à cause du producteur qui avait sa vision dans la réalisation et il se sentait un peu piégé et pas libre de ses mouvements. Ce billet de loto, c'est une question de vie ou de mort. Ça peut se comprendre. Mais je me méfie de cet article parce que comme l'article dit que l'acteur qui joue le Jaws, l'homme de main qui fait 2m20, serait la doublure de Richard Kiel dans L'espion qui m'aimait et dans Moonraker en 77 et en 79, j'ai vérifié partout, donc je sais pas d'où ils sortent cette info. Ils se ressemblent, oui, il a été choisi pour ça, mais de là à dire que on a la doublure d'un James Bond avec Roger Moore dans ce film, si vous savez que c'est vrai et que c'est véridique, que vous avez vos sources, mettez-les dans les commentaires, moi je n'y crois pas. Donc à partir du moment où ils écriraient une connerie, peut-être que tout ce que j'ai vu là est faux. BFM ou pas BFM. Prévu pour être tourné en début d'année afin d'éviter les fortes chaleurs et la luminosité trop agressive au Maroc,
Le tournage a pourtant été reporté à mai, durant plus de 50 jours répartis entre le Maroc et Paris. Et au-delà des changements de dernière minute imposés soi-disant par le producteur lorsqu'il n'était pas satisfait d'un décor ou d'une scène, j'insiste sur le soi-disant parce que c'est ce qu'il y a écrit dans l'article, mais j'ai jamais trouvé d'autres articles ou d'autres interviews qui confirmaient cela, donc prenez ça avec de grosses pincettes, il fallait composer avec la chaleur, ça c'était véridique. Parfois à 50 degrés, sans compter la chaleur des projecteurs en elles-mêmes, qui faisait monter la température jusqu'à 60. Ça additionné à la chaleur des costumes de pilotes, par exemple, pilotes de course, à un moment donné dans le film, que devait endosser Benoît Poelvoorde et Gérard Lanvin lors du rallye dans le désert. Une véritable épreuve. Lorsque soi-disant, j'insiste encore sur le soi-disant, Alain Berberian aurait quitté le tournage en accord avec son producteur, Frédéric Forestier, premier choix de Langman, était libre cette fois-ci. Et il prendra donc la suite. On l'a dit tout à l'heure, mais il va co-réaliser Astérix aux Jeux Olympiques avec Langman. C'est assez significatif, je trouve. Bien qu'Alain Berberian va rester appliqué en post-production pour assurer le montage au moins de sa partie, mais montage compliqué parce que d'après cette source encore une fois, 8 mois pour faire le montage, vu qu'il y a 3 têtes pensantes pour un seul film. Toujours d'après ces sources, à laquelle je ne crois qu'à moitié mais je les partage, la réalisation A3 a amené certaines scènes à être réécrites sur place pour se réadapter au style du nouveau réalisateur, ou pour améliorer une scène que le nouveau n'approuvait pas, scène qui avait été tournée par le précédent, ce qui sera par exemple scène de la torture par Piranha interposée de Gérard Darmon au début de film, ou le caméo de Jamel Debbouze, qui est également imaginé en cours de tournage, ou encore le combat final dans l'ascenseur en fin de film. Tout ça, ça a été improvisé entre le départ du premier et l'arrivée du second. Ta femme a mon ticket. Alors on va en Afrique, toi et moi. Je vous préviens, je suis malade à l'arrière. Maintenant, faut se trouver un moyen de locomotion. Quel genre de moyen de locomotion? Un bateau. Tu déconnes. En revanche, cette anecdote de tournage est officielle cette fois-ci. Mais la scène du voyage vers le Maroc durant laquelle nos deux personnages, munis de faux passeports, se déguisent en africains pour passer les frontières, fait débat sur le plateau. Fallait-il les rendre vraiment noirs comme dans le film Tonnerre sous les tropiques, qui sortira quelques années après, ou bien rendre la scène grotesque? On le verra d'ailleurs à la fin dans la partie critique, mais le film hésite toujours entre le sérieux et le grotesque, à tel point que je m'y suis perdu. Mais c'est Benoît Poelvoorde qui aura le dernier mot cette fois-ci, refusant par exemple de prendre un accent africain, et insistant sur la nécessité de protéger le regard des deux acteurs, seulement le regard par lequel la comédie passera. Pour le reste, il faut qu'on voit clairement que c'est eux. Même si c'est pas crédible, on s'en fiche parce que le film est tourné dans un humour plutôt cartoon. L'ennui, c'est que ce n'est pas tout le temps le cas. Lors de l'écriture du film durant laquelle Thomas Langman rêvait de courses-poursuites en voiture qui se passeraient dans Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées jusqu'au Jardin des Tuileries, et c'est sur le Jardin des Tuileries, en repérage, qu'ils ont eu la vision de cette grande roue qui était sur place, qui va lui inspirer une idée de scène d'action géniale, en tout cas sur le papier, celle de la grande roue qui se détache et écrase tout sur son passage. C'est un des nombreux problèmes dont on parlera et dont on a déjà un petit peu parlé, c'est que t'as le droit d'avoir des idées délirantes. Ambitieuses, hein, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais délirantes. Et l'ennui c'est que les idées arrivent d'abord et il faut les intégrer à une histoire qui viendra après. Normalement, les scènes d'action dans un film sont au service de l'histoire. Quand John McClane saute du haut du Nakatomi Plaza dans Die Hard, il ne fait pas que sauter. Le toit explose, des terroristes y passent, il y a un but. C'est pas juste pour le plaisir de la caméra, et encore plus dans Corned Beef. Et ça vous donne d'ailleurs une différence importante entre Corned Beef et ce film-là, parce que je tiens à ce comparatif, où on peut aussi comparer à Taxi, deux films, Taxi et Corned Beef, que je trouve excellents dans leur genre. Mais avant de descendre le film, force est de reconnaître que tout ce qui est scène d'action, d'effets spéciaux ou d'explosion sont vraiment réussis et ont très bien vieilli même aujourd'hui. Beaucoup de choses ont réellement été tournées et ils ont fait l'effort pour ça, via bien évidemment des élastiques qui disparaissent en post-production, comme quand José Garcia fait ses pompes sans les mains, un gars qu'on a déjà vu et revu, mais c'est pas grave. Mais prenez les exemples de poursuites en voiture dans Paris. Elles sont dignes d'un taxi, je trouve, et il aura fallu bloquer toute la circulation sur les Champs-Élysées à Paris pour les faire. Je vous le donne dans le mille, ils avaient pas beaucoup de temps pour faire ça. Là où Corned Beef, on l'a vu la dernière fois, avait frôlé l'illégalité, avec des scènes de vitesse volées, avec un Jean Reno réellement au volant, alors que c'était pas son métier, ce qui était hyper dangereux, alors qu'ici, sur le boulet, tout était plutôt sous contrôle. 20 voitures sont là pour simuler une circulation sur les champs, et 2 fois 3 heures sur 2 samedis consécutifs seulement, ce qui est court, seront dédiés à ce tournage, qui aura mobilisé des voitures travelling, bien entendu, et beaucoup de matériel pour enregistrer vite et bien, ne rien rater, et ne pas tourner les mêmes scènes plusieurs fois. En revanche, et c'est logique, tu ne peux pas vraiment décrocher la grande roue de Paris.
Oh, c'est vrai? Et voir les coulisses de ce tournage de La Grande Roue, dont la seule scène d'ailleurs aura coûté 1 million d'euros, est peut-être plus intéressante à regarder que la scène en elle-même, qui certes est impressionnante, vraiment, mais elle est plus là pour impressionner le spectateur que pour faire avancer les personnages ou les mettre en difficulté. Il y a un mélange de vrai et de faux, bien évidemment, mais il y a quand même plus de vrai que ce qu'on peut croire. Étape 1, bien évidemment, tourner dans le jardin des Tuileries, avec une vraie foule, avec la présence des voitures, des cascades, en tout cas au début, et faire les différents plans sur lesquels on ajoutera plus tard la Grande Roue, qui pour l'instant n'est que suggéré sur place aux figurants, via un axe bien évidemment déterminé à l'avance, le tout étant bien évidemment storyboardé de A à Z. Étape 2 ensuite, reconstituer un autre jardin des Tuileries, pas sur Paris cette fois-ci, là où il y aurait plus de temps pour tourner, et pour pouvoir y prendre plus de risques, notamment sur la réception de la voiture ou la réception de la moto, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le jardin des Tuileries à Paris. Étape 3, créer de vraies cabines de Grande Roue, à réellement faire tomber sur le sol et à broyer pour qu'on ait une vraie sensation de tangible, de palpable à la scène. Et ça marche très bien. Étape numéro 4, une grande image de synthèse bien évidemment pour la destruction de la roue, mais pas que. Il y aura aussi une grande roue, ou disons une maquette à l'échelle 1/4, ce qui est déjà énorme, construite au studio 4000 de la Ferté-Alais, pour y faire réellement tourner une grande roue. Ce qui met dans un studio dédié, muré, ça reste quand même dangereux. Parce qu'il faut de la force pour la pousser et la faire rouler parce qu'il n'y avait pas de moteur, et de la force aussi pour l'arrêter la roue quand elle était partie parce qu'il n'y avait pas de frein. 5e étape, simuler la trace de la grande roue sur le sol et les dégâts qu'elle fera, y compris sur le terre-plein central, réellement reconstitué qui sera donc vraiment détruit. Pour finalement mélanger tout ça à la destruction de l'animation 3D avec ce qui a réellement été tourné. D'où une impression de scène quasi photoréaliste, même si c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. Et la dernière étape, et enfin au niveau du ciel, il fallait être raccord entre les scènes tournées aux Tuileries et les scènes tournées plus tard ailleurs. Car le temps avait changé plusieurs fois entre le début et la fin des scènes et le ciel avait soit une couleur bleue, soit une couleur grise, ce qui n'était pas possible. Ce sera donc rattrapé numériquement pour que tout soit raccord. Et 25 ans après, parce que j'ai revu le film depuis 20 ans pour préparer cette vidéo, je trouve que la scène fonctionne toujours. Ça fait pas trop faux, ça fait pas ridicule. En tout cas d'un point de vue technique. Techniquement, c'est irréprochable. Mais pour son impact dans le film, du fait qu'elle arrive bien trop tôt dans le scénario pour qu'elle puisse nous tenir à cœur cette scène-là, on n'est pas encore concerné par les enjeux et par le sort du personnage pour avoir peur pour eux, donc on s'en fout de ce qui se passe, de qui se fait écraser ou pas. Parce qu'à ce stade du film, non seulement on n'en a rien à foutre, mais en plus, on nous donne le plus impressionnant d'entrée. Donc derrière, si on est là pour la partie action, nous donner le meilleur trop vite, c'est trouver le temps long après. C'est aussi ça un problème de timing et de rythme. Bien que le film ait fonctionné avec 3,1 millions de spectateurs, il faut quand même noter que le film avait fait un démarrage canon, avec 1,4 million d'entrées en une semaine, 2,1 en 2 semaines, et 3 millions en 6 semaines. Ça s'est quand même essoufflé assez vite. À cause d'un bouche à oreille défavorable ? Peut-être. Tous les problèmes que je vais énumérer maintenant sont pour moi logiques, si jamais on prend en compte les anecdotes précédentes, si elles s'avèrent véridiques. À savoir une première écriture par le producteur qui était axée que sur les effets spéciaux et les scènes d'action, une seconde écriture pour y intégrer de la comédie, ça c'est véridique aussi, mais là où c'est à confirmer, c'est cette réécriture au moment du changement de réalisateur, et les scènes qu'il fallait retourner, et cette volonté d'adapter des réalisations pour que les deux styles des deux réalisateurs puissent concorder afin que ça ne se voit pas. C'était un véritable problème de rester cohérent dans le style entre les deux, et même trois encore une fois avec le producteur qui avait son mot à dire, et ça c'était en trop. Hein. Le tournage de Corned Beef, encore une fois, nous a montré, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, que même si le producteur parfois se trompe et dit non à certaines choses et que le réalisateur tient à sa vision quitte à désobéir, c'était pour le bien de sa vision et de son film. C'est le film d'un réalisateur, un film. C'est pas le film du producteur. Parce que si Jean-Marie Poiret avait écouté son réalisateur qui savait tourner les scènes de voiture avec une voiture travelling à 50 km/h, on n'aurait pas eu le même impact avec la voiture qui allait très vite et où ça se voyait et où c'était vrai. Pareil pour les visiteurs. Jean-Marie Poiret va imposer plein de choses. On n'aurait pas eu ces deux films-là si Jean-Marie Poiret ne s'était pas battu pour sa vision. Par exemple, la scène d'introduction du film pose déjà un sérieux problème. Déjà, elle n'était pas prévue au scénario de départ, elle a encore été ajoutée pour donner un passé au personnage de Lanvin, le montrer avant la prison, sauf que cette introduction
a été tourné tout à fait sérieusement, sobrement, dans une ambiance plutôt film noir, ce qui était voulu. Il y avait une volonté de ne mettre aucune once de comédie dans cette scène. J'ai rien contre le sérieux, hein. Même le personnage que joue Garcia dans le film, il est plutôt inquiétant dans la scène d'intro. Sauf qu'après, juste après, on va changer complètement de registre. Après, on présente le personnage de Poulvord, un maton plutôt autoritaire, pas courageux quand il est seul face à l'envin, mais on peut le comprendre. Il est pétochard, mais il est autoritaire quand même, et c'est son métier. Pétochard, c'est une chose, c'est son droit. Mais de là à en être con, c'est deux choses différentes. Et juste après, le film commence déjà à se décomposer. 7 ans sont passés depuis la scène d'intro, et on ne verra pas vraiment la relation entre Poulvord et l'envin évoluer. Ils sont déjà plus ou moins potes quand le film reprend. L'animosité du personnage de Poulvord du premier jour s'est déjà estompée et a laissé place à une espèce de relation entre potes, où l'un demande des conseils à l'autre par rapport aux femmes, et dont l'un valide le ticket de l'auto de l'autre. Voir un film qui se passe en partie en prison durant 15-20 minutes, pour voir la relation entre le geôlier et son prisonnier, ça m'aurait intéressé. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant 7 ans, et comme le film va rien nous montrer après sur leur complicité ou non, on peut se dire qu'il s'est pas passé grand-chose. Si ce n'est qu'ils se connaissent, ils sont plus familiers qu'au début, mais moi il me manque plein d'étapes. Alors, tu peux les inventer, les étapes, tu peux les imaginer, mais on n'est pas là pour ça, hein, c'est pas à nous de bosser. C'est à eux de nous le montrer. Va plutôt t'occuper de ta femme, hein. Non, pas par là, tu viens de nettoyer, hein. En tout cas, ça ne marche pas. Ils sont pas attachés l'un à l'autre, en tout cas on ne le voit pas. Et tout le film est comme ça pour moi. Ils savent qu'ils doivent être antagonistes au début, qu'ils doivent se rapprocher, etc. Toutes les étapes y sont, sauf que rien ne justifie les changements d'étapes. Ils y sont parce qu'ils savent que c'est dans le cahier des charges. Ensuite, le film reprend son cours, le billet de l'auto est gagnant, mais la femme de Poulvord s'est barrée avec le ticket. Et Poulvord est dans la merde. Moltès s'échappe de prison, comme par hasard, au bout de 7 ans, à se demander s'il aurait fallu attendre vraiment 7 ans pour avoir cette opportunité de partir avec la blanchisserie. Pour cette partie-là, peu importe que ça ne tienne pas debout, on s'en fout, c'est une comédie. Nous, on veut juste voir les conséquences de quelqu'un qui est en prison, qui a quand même gagné au loto, qui est millionnaire, et qui a vu son argent se carapater avec quelqu'un. Nous, on veut voir les conséquences de ça. Que le fait de gagner en prison et de s'échapper le même jour ne soit pas crédible, c'est pas grave. Ça n'enlève rien à la qualité potentielle d'un film, ça. On s'en fout. Sachant qu'attention, l'évasion de l'envin était planifiée avant qu'il gagne au loto. Il a attendu du coup 7 ans pour se dire qu'il y avait une possibilité de partir avec le camion de la blanchisserie. Pourquoi 7 ans? C'est pas le plan d'évasion de l'année, hein. Et c'est à la 24e minute que les choses se gâtent encore, puisqu'on va assister à une scène de poursuite qui va durer 6 minutes. 6 minutes à l'écran. 6 minutes sans aucun dialogue, juste en action, c'est très long. C'est autant que la poursuite en camion dans Terminator 3. La poursuite en camion grue, là. Qui est impressionnante, mais qui est interminable. Sauf que dans Terminator 3, on a 2 Terminators qui suivent John Connor pour différentes raisons. On sait qui est John Connor grâce au film précédent, donc il y a quand même un minimum d'intérêt. Mais là, c'est qui ceux-là? On s'en fout. Course à pied, voiture, moto, grande roue, poursuite, vitesse, cascade, tout ça, ça y est en 6 minutes. Et c'est bien filmé. C'est pas trop saccadé, c'est lisible, c'est impressionnant. C'est ce que Thomas Langman voulait en premier, en mettre plein la vue. Mais pour en faire quoi? Non seulement, je l'ai dit, je ne me sens ni attaché ni concerné par le personnage de l'envin, en tout cas pas aussi vite dans le film. Je m'en fiche, il se plante sur la grande roue. Et le regarder fuir 6 minutes en plein Paris devient finalement assez long et assez lassant, vu que je ne suis pas engagé émotionnellement dans le film. Là où dans un corned beef, par exemple, ou même un taxi, il y a toujours un passager dans la voiture, qui lui va vivre la scène avec notre point de vue. Laisse-les gagner, merde, putain, mais t'as parié que 10 balles, là, on va pas mourir pour 10 balles. Certains disent que dans corned beef, le film ne tient qu'à la destruction de la BX. C'est tellement faux, car c'est la corrélation entre la destruction de la BX et le moral de Clavier qui est génial. En le mettant en parallèle avec le sang-froid de Jean Reno, qu'il perd de plus en plus, plus il perd son sang-froid, plus il est énervé, et plus il se venge sur la voiture pour ne pas se venger sur le pauvre civil qui est à côté de lui. Mais on sait aussi que Clavier y est pour rien, parce que c'était l'idée de Jean Reno. C'est génial ce quiproquo. Ralenti, on vient de raser ce type à un cheveu. Ah, pas vu. Et c'est pas la destruction de la voiture qui est géniale, c'est le parallèle entre la destruction de la voiture et l'évolution de leur caractère. Et c'est la sincérité chez les deux acteurs qui font le taf dans Corned Beef, et le scénario qui fait qu'on prend pas le parti de l'un ou de l'autre. On comprend les deux. Et on s'éclate à les voir réagir comme ça. Et les scènes d'action sont au service de ces personnages-là. Ici, dans la scène de la grande roue, encore une fois, il n'y a aucun enjeu autre qu'en mettre plein la vue. 25e minute, le duo se retrouve enfin sur ce malentendu. L'un pense qu'il a son argent, l'autre a vu l'argent s'envoler.
Et il avait tellement peur qu'il avait voulu se suicider avec du gaz. On connaît tellement pas ce personnage et on n'arrive tellement pas à le cerner qu'il peut très bien être suicidaire en plus d'être le nouveau François Pignon. Je pense plutôt que c'était pour amener une explosion, parce qu'on parlera plus jamais de suicide après. Une explosion histoire qu'il y en ait une, en CGI certes, mais pas trop moche encore pour l'époque, ça passe toujours. Mais le film nous montre enfin un enjeu clair. Là où Poulvord ira, l'an 20 ira aussi pour récupérer son argent. Tant que ce ne sera pas fait, le duo ne se séparera pas. Ça a le mérite de recentrer les enjeux au moins. On sait qu'ils ont un objectif qui est clair, et on sait qu'ils ne se sépareront pas. 27e minute, retour de Garcia après 20 minutes d'absence, accompagné de Jaws, le Jaws de James Bond. Ou presque. Faut savoir que requin, Jaws, c'est mon méchant préféré dans la James Bond. Mais de loin. Donc j'aurais dû trouver ça génial, de voir cet hommage, c'est même plus qu'un hommage, c'est presque requin qui est dans le film. J'aurais dû trouver ça génial, mais encore une fois, c'est posé. Qu'est-ce que ça amène? Est-ce que le nouveau personnage est intéressant? Non. S'il n'avait pas été là, est-ce que le film aurait avancé? Oui. Ils en ont rien fait. C'est comme tout le reste, c'est posé, un peu comme ça. Sans rien pour lier le tout. Encore une fois, les ingrédients qui ne sont pas cuisinés. José Garcia, alias le Turc, veut venger son frère qui est mort au début du film et retrouver Moltès, alias l'An-20. Et là, on touche un autre problème que j'ai avec le film, c'est dialogue. Après là, c'est personnel, c'est pas un défaut. Je n'aime pas les films vulgaires gratuitement. T'es où? Dans ton cul. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir d'insultes si c'est approprié. Quand Jean Reno dans Corned Beef dit « ta gueule » tout le temps, c'est seulement à partir du moment où il se rend compte que sa femme couche avec le mec à côté de lui et qu'il peut rien dire. C'est une frustration qui doit ressortir. C'est dire que ça depuis ce matin. Ferme-la, ta gueule, je t'assure. Ta gueule! Et voilà, qu'est-ce que je disais? Là, c'est gratuit. Et deuxième chose que je n'aime pas dans les comédies, c'est souvent lié, je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas les comédiens ou les personnages qui crient tout le temps dès qu'ils parlent. Mes cheveux! Connard! Connard! Et souvent, quand ils ont la chance d'avoir José Garcia dans un film, ils le font gueuler. Ou il aime ça, je sais pas. Quand on a Gérard Darmon dans le casting, ou encore Jean Benguigui que j'aime beaucoup, est-ce qu'on peut pas lui faire dire autre chose que... Ça va chier grave. Arrive une scène pas trop mal, celle de la torture à la James Bond, avec des piranhas qui bouffent les mains de Darmon, plutôt ses doigts, et qui nous ramène à une scène relativement sérieuse, comparée à ce qu'on avait vu précédemment. J'ai trouvé ça pas mal, une scène à la James Bond avec un petit peu de tension, sauf que pas jusqu'au bout. C'est sûrement l'effet cartoon espéré, mais comme cet effet cartoon, cette volonté de faire un film un peu en dessin animé n'est pas présent tout le temps, tu sais jamais trop sur quel pied danser. Sûrement à cause des différentes écritures entre différentes personnes qui n'avaient pas la même vision de ce qu'ils voulaient faire. 30e minute, et que le temps ne passe pas vite, c'est le départ. Avec des faux passeports, on en a parlé, notre duo déguisé, et là, Poulvord enclenche le mode victime débile qui est censé nous attendrir. Ou qui est censé attendrir l'an 20. Ce qui ne marche pas. Mais on se connaît? On se connaît? Martinet? Non, tu ne connais pas, monsieur. Si, je le connais. Non, tu ne le connais pas. Parce qu'on l'avait déjà vu autoritaire, puis lâche, puis suicidaire, le voici victime, et maintenant débile, tout ça en une demi-heure. Alors on est conscient que l'un doit rester sérieux, et que l'autre doit rendre fou le dit sérieux avec ses conneries, mais encore une fois, le film est conscient de devoir faire ça, pour que ça amène à ça, mais ça ne fonctionne jamais. Parce qu'on peut pas être aussi con. Je suis désolé. Allez. Au revoir. Oui, je sais. Tu ne sais pas. Ou alors précise que le gars est un petit peu cotorep, je sais pas, c'est pas grave, qu'il a toujours été comme ça, ou qu'il y a un événement qui fait qu'il a changé, il s'est pris un coup dans la tête, il est amnésique, il a été choqué par quelque chose, il est pas dans son état normal. C'est peut-être aussi parce que je te connais. Ta gueule. Là, c'est juste qu'on passe d'un film d'action qu'on transforme en comédie, et du coup, bah ça se voit. C'est du bricolage. Et je ne m'attache pas à la connerie. On découvre ensuite les nouveaux méchants, à la solde du Turc, le trio qui était envisagé comme personnages principaux dans l'écriture, qui vont attendre l'an 20 à l'arrivée, notre duo se fait piéger sans le savoir par 2 des 3 complices du Turc, et alors qu'ils volent encore sans le savoir une voiture qui est piégée à leur attention par des explosifs, l'explosion n'arrive jamais, parce que l'un des méchants s'est trompé de détonateur, et a confondu son détonateur avec une Game Boy Color. Qu'est-ce qui se passe? Y'a pas boum là, y'a pas boum. Fais voir ça. Mais c'est boum ça, c'est quoi ça? C'est parce que t'as envie de faire un film avec des gags cartoonesques que tu peux faire n'importe quoi parce que c'est pas grave. Au contraire, c'est plus difficile d'être juste en faisant le clown. Les Z à Z avec les Nielsen, y a un flic, y a un pilote, ils y arrivent très bien, hein. Found floating face down in the water. In a case where there are no leads, you
Il y a quand même une ambiance dramatique dans ces films-là, tout en déconnant tout le temps. Mais c'est parce que c'est maîtrisé. Pareil dans Police Academy, c'est pas parce que tu t'éclates à voir ses bras cassés devenir policier c'est maîtrisé, c'est pareil. Là, ça ne l'est pas, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Ou au contraire, il voulait faire trop de choses dans un seul film. Le gars qui appuie sur sa Game Boy qui fait « ça marche pas », c'est nul. Par contre, le fait que la voiture explose une fois qu'ils en sont sortis parce qu'ils savaient pas qu'il y avait une bombe dedans, et qu'ils se disent « putain, on a eu du bol », ça marche. On s'en fout. Faut reconnaître quand ça marche. Je suis là pour être sincère, encore une fois. Mais le soufflet retombe vite. Nos personnages sont incognito dans une voiture de course, à la manière d'un François Pignon qui oublie de demander où est la femme de Thierry Lhermitte dans le dîner de con. Ici, il oublie qu'ils ne sont pas là pour gagner la course. Tu peux pas te tenir tranquille 2 secondes? Mais plutôt se faire discret. Sauf que dans le dîner de con, ça fonctionne, c'est maîtrisé, c'est bien écrit, bien en amont. C'est pas improvisé sur place. On sait qu'il est con dans le dîner de con, c'est dans le titre. Je le rappelle. Ah mais il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Mais un boulet, c'est pas nécessairement un con. Ou alors faut appeler le film Le Con, pas le boulet. T'es quand même pas en train de me dire que tu connais quelqu'un qui a le numéro de ta femme depuis le début? Si. Ça peut être drôle. Moi, l'effet que ça me fait, c'est un... Tout ça pour rien? C'est ça que je me dis à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'on a vu tout ça si le gars, il avait le numéro dans son téléphone? Bah, dans ce cas, il n'y avait pas de film. À partir de là, qu'il soit en voiture, à dos de chameau, ou mourant de soif dans le désert, pour le voir toujours aussi con, au point de ne pas vouloir boire alors qu'il meurt de soif parce que Lanvin aurait bu avant... Oh bah non, moi je peux plus. Pourquoi? Parce que t'as déjà mis ta bouche. Encore une fois, c'est pas crédible. Quand tu meurs, instinct de survie, bordel. Arrive alors un nouveau point de non-retour, toujours concernant Poulvord. Rien ne justifie cette connerie. Sauf, encore une fois, si à cause de son suicide au gaz, il avait des séquelles, que c'était expliqué, une amnésie passagère, et qu'il n'était pas dans son état naturel, et que Gérard Lanvin était plus attaché à celui qu'il a connu en prison, que ce gars qui n'est pas le même que celui qu'on voit au début du film. Et histoire de vous prouver que je suis de bonne foi, que je ne veux pas descendre un film gratuitement parce que ça fait plus de vues, en théorie, il y a une scène que je trouve vraiment réussie à 100%, et qui m'a fait rire, pour de vrai, c'est celle de la communication téléphonique entre Garcia, Poulvord et Lanvin. On est où là? Entre Bakel et Touba. On est entre le Bacal et tout bas, et toi t'es où? On est où là? Qui sont pas si loin à vol d'oiseau, et qui essaient de savoir où est-ce qu'ils sont respectivement, avec assez peu de vocabulaire précis pour décrire ce qu'ils ont autour d'eux. On est où là? Entre Bakel et Touba. Entre Bacal et tout bas. Entre Bakel et Touba. Mais oui, mais plus près de Bacal ou tout bas? Alors je me serais bien passé de Garcia en roue libre qui, comme d'habitude dans le film en tout cas, va gueuler encore sur la caméra, mais mis à part ça, mais ça c'est personnel, je n'aime pas les gens qui crient tout le temps, la scène fonctionne très bien. On est plus pas de Bakel ou de Touba? Entre le Bacal ou tout bas? Kiff kiff. C'est kiff kiff. C'est kiff-kiff. Encore une fois, je suis honnête. Arrive ensuite la dernière partie du film. Le ticket est convoité par tout le monde, et tous les personnages se retrouvent plus ou moins au même endroit, et donc ça devient de la bonne comédie. En tout cas, en théorie. Petit caméo de Nicolas Anelka complètement gratuit. Ça laisse présager du final d'Astérix aux Jeux Olympiques, avec toutes les stars qui arrivent à la fin en compilation, encore une fois, posées comme ça. Vous voyez, comme ça, avoir le lien arrivé, là? C'est exactement les mêmes problèmes, en fait. Alors l'idée que Nicolas Anelka soit là et qu'il neutralise quelqu'un avec une frappe forte, bien précise, oui, de là à ce que le ballon fasse ça, encore une fois c'est « Oh, Nicolas Anelka, ah c'est le vrai, ah mais c'est n'importe quoi quand même ». Vous voyez, ça n'est pas cohérent, ça n'est pas maîtrisé. Voilà. Un phénomène, Nicolas, merci. 1h10, enfin une scène vraiment intéressante. Lanvin a son ticket, il n'a plus besoin de Poulvord, et donc, légitimement, il le jette, l'abandonne et le laisse se débrouiller. C'est complètement normal, d'après tout ce que j'ai dit depuis le début. L'un ne supporte pas l'autre, ils sont ensemble parce qu'il y a 15 millions en jeu, et que c'est son ticket de loto, c'est son fric qu'il veut. Donc il est prêt à se taper le boulet, à se le traîner le boulet. Et une fois qu'il a son ticket, c'est normal, enfin quelque chose de normal dans ce film, de se dire « Bah démerde-toi, j'en ai rien à foutre de ta gueule ». Dis-moi, monsieur le curé, raisonnons en adulte, ça n'a aucun sens. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Je comprends Lanvin, même si je n'aime pas son personnage et que j'y suis toujours pas attaché. Mais d'après tout ce que le film montre, je comprends son raisonnement. Je comprends où il veut en venir, et ça c'est important. Et je ne remets pas en cause la scène de la séparation entre les deux, où les deux se regardent avant de se quitter. On sait à ce moment-là qu'ils vont forcément se retrouver, sinon il n'y a pas de film. On sait que les retrouvailles vont être soit forcées ou pas.
C'est dans le cahier des charges. Sauf qu'à 1h11 et 30 secondes, ils se séparent, et à 1h11 50 secondes, 20 secondes après. 20 secondes après, Lanvin a déjà pitié de lui, il le suit, c'était dans le cahier des charges. Soi-disant, il était attendri par sa bêtise, c'était l'idée de départ. Mais à quel moment on a vu ça? Il aurait dû y avoir 15-20 minutes entre les deux où ils font chacun, et ça aurait été intéressant de voir Poulvord en danger, poursuivi par des gens qu'il ne connaît pas et où il sait pas se défendre tout seul. Mais là, à quoi ça sert de les montrer séparés si dans la scène juste après, il revient? Je te pulvérise, t'as compris? Bon, tu viens? On va se trouver un hôtel. Quel impact émotionnel ça t'amène? Pourquoi il y a ça? C'est comme s'ils avaient dit, cahier des charges, faut qu'ils se séparent. Bon, faut qu'ils se retrouvent. Et au dirait qu'au montage, ils sont plantés, qu'ils ont mis les scènes à côté. Vous voyez le truc? Merci, Armaltès. Là, je suis désolé, personne peut contredire ça. C'est complètement aberrant comme choix. Mais ça sert à rien de les séparer si dans les 20 mêmes secondes, ils se retrouvent déjà. Ça ne sert à rien. C'est à l'image du film, c'est 100% artificiel. C'est à l'image de la poursuite finale entre le policier et Lanvin, mais avec ce policier qui semble apparaître et disparaître selon les besoins de la poursuite. Je m'étais dit à l'époque, mais what the fuck, c'est pas crédible. Sauf qu'il y a une chute à ce gag. Sauf que c'est des triplés. Mais d'où ça sort? À aucun moment dans le film, il y a un indice, parce qu'on s'en fout tellement de ce personnage, il est juste là pour être celui qui court. Des putains de triplés. Mais si ça a jamais été annoncé nulle part, quel intérêt de montrer ce gag-là juste à la fin? Juste posé. Voilà, c'est posé. C'est posé là. On va faire le délire du flic qui a deux frères. Au dernier moment. Voilà, c'était l'image de tout le film. Ils ont posé des choses, ici et là, parce que c'est dans le cahier des charges des comédies du genre. L'un des personnages doit avoir pitié de l'autre à un moment dans le film, comme Daniel avec Emilien dans Taxi, sauf que leur relation dans Taxi, elle évolue. C'est bien écrit, il y a des étapes. Il n'y a pas d'acteur en roue libre comme Garcia qui fait ce qu'il veut et il le fait bien, dans son genre, même si c'est pas mon style. Mais aucun acteur ne devrait être en roue libre dans un tournage. Mais Garcia était réellement en roue libre et faisait le show. Et on lui a dit, ça c'est véridique, on lui a dit, on a même réécrit le film un peu pour lui, fais ton show. On filme. Pour moi, la direction d'acteur, ce n'est pas ça. Sauf qu'on avait la vision du producteur, celle des deux réalisateurs qui se succèdent, et des acteurs en roue libre, suffisant peut-être pour faire un film parce qu'il y avait quand même du talent. Oui, Astérix aux Jeux Olympiques, c'est un film aussi, pourtant... Mais vu que tout est artificiel, que la scène impressionnante de la grande roue dans le premier quart d'heure arrive trop tôt, et que la relation entre les deux ne tient pas, puisque rien ne nous montre la bascule, le moment où Lanvin s'attache ou est amusé par la connerie de son partenaire, ça n'est jamais le cas. Dans Taxi, on le voit quand Emilien est humilié dans son bureau, qu'il n'arrive pas à séduire Petra. On voit le regard très bien joué d'ailleurs de Samir Nasseri, et c'est très bien filmé, on voit qu'il y a un changement et qui dit « Ok, ce gars-là, c'est un homme blessé avant d'être un flic. Et je vais le prendre un peu en grand frère, alors ça va se faire par étapes. Mais c'est écrit et c'est bien et on le ressent et c'est vrai, c'est sincère. » Il y a des personnages écrits séparément qui doivent avoir des étapes obligatoires dans des comédies de ce genre-là, mais elles ne sont pas jouées, elles ne sont pas montrées, elles ne sont pas écrites. Ils changent juste de relation et de caractère au fur et à mesure des besoins du scénario. C'est comme les scènes d'action, elles ne renforcent rien, on l'a dit. Ils ne sont jamais soulagés de survivre d'une attaque ensemble, ça ne les rapproche pas, ça ne fait avancer personne, on ne les mettrait pas ces scènes d'action. Rien ne changerait. On se ferait peut-être un peu plus fait chier si le film ne bougeait pas, mais vu qu'elles sont là pour la partie action, parce que le producteur en avait envie, chaque scène d'action, je vais arrêter de le dire parce que ça fait 10 fois, doit faire avancer l'histoire et doit faire avancer les personnages. Mais ça n'est pas le cas ici, car on voit que des choses qu'on a déjà vues ailleurs en mieux. On ne s'attache à personne, et c'est dommage, tant le tournage dans le désert était courageux, les moyens étaient là, et les moyens ils se voient à l'écran. La scène de la grande roue, encore une fois bien trop longue, mais si elle tombait une demi-heure plus tard, et qu'elle scellait l'amitié entre les deux, alors il y a un intérêt, autre que l'effet waouh au cinéma. Et on aurait peut-être compris si ça avait été bien fait, pourquoi Lanvin choisit de rendre ses 15 millions de dollars, alors qu'il les avait sur lui, pour sauver la vie d'un mec dont il n'a rien à foutre parce qu'on n'a pas vu qu'il en avait quelque chose à faire. Et là maintenant? Pareil. En tout cas, moi, je ressens rien dans le film à cause de tout ça. Du coup, si je ressens rien et que je vois juste des scènes d'action posées comme ça, eh ben, je me suis emmerdé. Mais je sais que vous aimez beaucoup le boulet pour la plupart. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Défendez votre film. Confrontons nos idées, encore une fois, dans la bienveillance. Et c'est tout pour aujourd'hui.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. La vidéo était un peu spéciale, elle était plus dans l'analyse que dans l'information, mais je trouvais ça intéressant, surtout si vous regardez les vidéos à la suite, le corned beef et celle-ci, de voir à quel point les mêmes ingrédients peuvent être dans un même projet, mais donner deux versions complètement différentes. Et c'est tout ce que j'avais envie de dire sur le boulet. N'hésitez pas encore une fois à mettre un like à la vidéo, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pour dire que vous avez quand même apprécié mon travail et ma démarche, à mettre un commentaire avec une réplique du film, si jamais il n'y a rien qui vous vient, vous pouvez toujours dire ça par exemple. Ça vous épate, hein? Et le petit boost qui aide beaucoup la vidéo, parce que c'est ça qui fonctionne maintenant sur YouTube, pour que la vidéo puisse exister et être recommandée à d'autres, pour qu'elle soit vue au maximum. Je vous en suis reconnaissant, je compte sur vous. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, un autre sujet, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous.